pourquoi on en parle ici? Pourquoi j'ai commencé à travailler sur le sujet ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, pour vous expliquer, il faut que je vous explique les graphiques. Les graphiques qui correspondent à une aire de répartition ou de distribution d'une espèce. Là, on a un oiseau, mais ça vaut aussi pour une épinette. Il y a plusieurs couleurs. La couleur la plus foncée correspond à une population qui est plus importante, beaucoup plus d'individus. La couleur plus pâle correspond à une population qui est plus restreinte, moins d'individus. Donc, vous observerez que normalement, les individus sont concentrés dans la partie centrale de l'aire de répartition et pas dans la bordure. Et ça, c'est normal parce qu'ici, toutes les conditions favorables pour l'espèce sont atteintes. Tandis qu'à la bordure, ben, les conditions peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc, il y a moins d'individus qui sont capables de résister. Regardez maintenant la même aire de répartition, mais avec des couleurs qui représentent les coefficients de variation. Ça veut dire la variation annuelle de la population, la variation entre une année et l'autre. Les couleurs les plus foncées correspondent à une population plus stable, moins de variations. Ça veut dire que le nombre d'individus est plus ou moins toujours le même d'une année à l'autre. Tandis qu'à l'extérieur, il y a des énormes variations. La population peut exploser ou peut aller presque à l'extinction. Mais pourquoi? Parce que, étant donné que ces populations-là qui vivent à la bordure se trouvent à la limite de leurs conditions, si les conditions sont un petit peu moins bonnes, ben, les individus ne seront pas capables de survivre, donc ils vont mourir, la population se réduit. Mais si les conditions s'améliorent un petit peu, ben, ces individus-là peuvent en profiter. Et c'est là qu'on a des explosions de population. Donc, on a des énormes variations. Regardez où est-ce qu'on se trouve. Donc, nous, on se trouve ici, et toutes les couleurs représentent la variation entre les différents milieux végétation, milieux forestiers. Donc, vous observerez que dans la région, on est dans une vallée qui a un climat particulier, et dès qu'on sort, ben, on se trouve dans des conditions de végétation complètement différentes. Donc, on est dans le milieu des passages, qui s'appelle écotone, entre la forêt mélangée, qui devient forêt mixte, et la forêt boréale. On est vraiment à la bordure, c'est où les choses peuvent devenir dramatiques ou s'améliorer. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de se focaliser ici dans la région, parce que c'est là qu'on peut comprendre ce qui se passe et on peut s'adapter rapidement. On a parlé de migration, de transition, mais est-ce que tout est beau? Ben, oui et non. On peut avoir un impact écologique parce que là, on peut amener des espèces qui sont un petit peu exotiques. Ben, ils habitent un petit peu plus loin, mais c'est quand même des nouvelles espèces pour l'écologie du site. Il faut s'assurer que ces plantes-là soient capables de survivre dès leur plantation, parce que moi, je peux amener quelque chose pour m'adapter aux changements climatiques qui arriveront dans 100 ans, mais là, il faut que la plante soit capable de survivre aujourd'hui, demain, et puis passer les premières années. Les arbres sont des holobiontes. Ça, c'est un mot difficile. Quand on parle d'un arbre, ce n'est pas seulement l'arbre qu'il faut regarder, c'est tout l'environnement qui amène avec lui les oiseaux, les insectes, les animaux qui se nourrissent sur cet arbre-là, les champignons qui vivent dans les sols. Donc, ce n'est pas seulement un individu, c'est un ensemble d'individus. C'est ça, l'holobionte. Donc, quand il faut penser à déplacer l'espèce, il faut penser qu'il y a d'autres choses qui se déplacent avec ou qui vont arriver. Il faut penser à l'aménagement à long terme. Donc, c'est inutile de penser maintenant. Bien, il
faut savoir qu'on est en train de bâtir la forêt de demain. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans 50 ans? Et enfin, ce n'est pas parce que c'est le dernier qui est moins important, c'est qu'il faut s'assurer que la population accepte ce changement-là. C'est inutile qu'on fasse quelque chose sans avoir un consensus, une acceptation de tout le monde, parce qu'on le fait pour la population, on ne le fait pas pour nous. Il y a toujours la possibilité de rien faire, oui, mais ne rien faire pourrait être pire que de se tromper. Donc, c'est mieux essayer et se tromper plutôt qu'attendre et regarder comme dans le train spotting. On a terminé le plat principal, on arrive à la dernière sujet, les desserts. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, notre projet s'appelle DREAM. DREAM, c'est un acronyme qui dit Desired Regeneration Through Assisted Migration. Donc, ce projet-là, ben, les mots traduits, ben, c'est une version 2.0 parce qu'on a déjà eu une première phase. Là, maintenant, on est passé à la deuxième phase. C'est la réalisation d'un réseau expérimental intégré pour évaluer la mise en œuvre de la migration assistée des essences forestières. Mise en œuvre, on essaye, on arrête de penser, on essaye quelque chose, on agit. Je vous donne quelques chiffres sur le projet. C'est un projet qui a commencé en juillet 2024, mais en effet, la réflexion, ça a été beaucoup plus long parce qu'elle a pris plus qu'une année dans laquelle on a mis en place les choses, on a commencé à faire nos plans. Le projet durera pour 5 ans. Il y a 2 universités qui sont impliquées, 9 chercheurs, 13 collaborateurs, 16 partenaires et on a un budget de plus que 3 millions de dollars. Pour faire toutes ces choses, ben, ça prend de l'argent. Donc, on a été capable d'aller les chercher. Ou il y a quelqu'un qui était très gentil pour nous les donner. Il faut penser en grande, donc c'est ce qu'on a fait. Il y a plusieurs sites d'études et il y en a une partie dans le nord des États-Unis. Combien ils vont durer ces sites-là? Je ne sais pas, parce que une des chercheurs qui était impliquée dans les projets, qui travaillait aux États-Unis, a été mis à la porte. Donc, lui, il travaillait sur l'adaptation au changement climatique. Son poste a été coupé tout de suite. Donc, vos 2 universités, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi, puis l'autre? Laval, l'Université Laval. Aux non, aux États-Unis, c'est une autre affaire. Par chance. Sinon, ça serait une seulement. Puis, ici au Québec, là, pour le moment, au Québec, on va tenir nos places et nos sites. Donc, on a 2 sites entre Québec et Shawinigan, plus ou moins, au nord de Trois-Rivières, qui sont déjà en place, plantés. Un site à la forêt Simon-Couche. Forêt Simon-Couche, c'est la forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAC, qui est au début de Laurentide pour aller vers Québec. C'est notre site. Donc, nous, on a identifié un site, on a fait une plantation que je vous montrerai. La plantation a été réalisée l'année passée, donc à l'automne, elle était prête. La dernière qu'on est en train de faire maintenant, c'est la forêt Montmorency, donc la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Ils commencent à travailler maintenant pour terminer les sites à l'automne. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là? On va avoir trois niveaux d'études. Le premier, c'est au niveau du plan, au niveau de l'arbre. Et comme outil, c'est l'écophysiologie. On essaye de comprendre la tolérance et la résistance des espèces. Comme je vous ai dit, moi, je peux planter un arbre, une nouvelle espèce ici, mais il faut que je m'assure que cette espèce-là soit capable de résister aux conditions actuelles et pas seulement à celles qu'il y aura dans 50 ans. La deuxième couche, c'est un peu plus large, c'est au niveau du peuplement. Donc, on va essayer de tester des pratiques sylviculturelles, des
différentes coupes, aux différents types de plantations, pour comprendre comment mettre en place un projet de migration assistée. Et enfin, un autre niveau à la grandeur du paysage. Parce que moi, je peux penser à un site, mais là, il faut penser à un aménagement d'une région entière. Essayer de comprendre comment mettre en place la migration pour que ça soit durable. Moi, je peux planter du chêne dans un site. Mais dans 50 ans, c'est où l'entreprise qui sera capable d'utiliser un peuplement de chêne? Donc, ça prend un réseau de plantations pour avoir des entreprises qui peuvent s'occuper ou être intéressées d'avoir mon produit. Donc, il faut les penser plus large que juste planter des arbres. Donc, c'est le but de ce niveau-là, au niveau du paysage, essayer de le voir en grand et en réseau. Donc, comme je dis, il y a les trois niveaux. Au niveau de la plante, on va vérifier la résistance et la vigueur, me manque les mots. La capacité des arbres de performer dans de nouvelles conditions. Et j'inclus aussi la reproduction. On ne s'attend pas de devoir à chaque fois planter des arbres, mais on pourrait vérifier si ces arbres-là, ces essences qui ont été plantées au-delà de leur site naturel, s'ils sont capables de produire des graines pour se régénérer d'une façon autonome. Sinon, on sera toujours là en train de planter, de suivre les plantations. Puis, il y a l'autre aspect au niveau du peuplement, dans lequel on travaille sur le succès des plantations. Est-ce qu'on sera capable d'avoir des plantations qui vont arriver jusqu'à la fin de leur cycle de vie? On va travailler sur les traitements sylvicoles, la compétition, parce que là, il y a des essences qui ne sont pas habituées aux autres espèces locales. Donc, est-ce qu'ils seront capables de survivre et de faire de la compétition? On va travailler aussi sur la faune. Moi, je peux planter une chêne, mais si demain, il y a un chevreuil qui vient me manger les feuilles, je n'aurai jamais une chêne. Donc, quelle est la relation entre les espèces locales, donc la petite et la grande faune? Et enfin, au niveau du paysage, comme je vous ai dit, essayez de les penser plus grandes pour voir si on peut mettre en place quelque chose qui est durable au niveau économique et écologique dans le temps. Quand un tel projet m'a été proposé, moi, j'ai donné une condition. Je le fais seulement si la région sera impliquée. Sinon, je ne le fais pas. Ils m'ont dit oui. Parce que je voulais que ce ne soit pas seulement un projet de l'UQAC, il fallait que ce soit un projet de la région, parce que comme je vous ai dit, j'y crois que ça, c'est la bonne place pour tester, valider, essayer, réaliser la migration assistée. Donc, il y a une série de partenaires qui vont, ceux qui s'occupent de la grande stratégie d'aménagement, donc le ministère des Forêts, il y a le USDA, c'est ce qui correspond au ministère des Forêts, mais aux États-Unis. Et il y a aussi l'Office national des forêts français. Parce qu'en France, la migration assistée est déjà une réalité. Donc, tant qu'à faire, on peut déjà voir qu'est-ce qu'ils font et essayer de se parler. Autre groupe de partenaires, ce sont les administrations locales, ceux qui vont mettre en place les choses, qui vont les réaliser avec les communautés. Donc, on a ici toutes les MRC de la région. En passant, comment je fais pour les identifier, ces partenaires-là? Je levais le téléphone quand je connaissais les personnes. Ou encore, je me suis proposé, je dis, est-ce que vous voulez-vous participer? Et tout le monde m'a dit oui. Donc, ça n'a pas été un travail très difficile. Il y a les acteurs du monde forestier, les producteurs de bois, les propriétaires de forêts ou ceux qui font l'aménagement et les coupes. Donc, l'industrie forestière, on a parlé des semences.
On ne fait pas de l'aménagement si on n'a pas de plantes. Donc, il y a aussi des producteurs de plantes. Le groupe Forestre qui est à la Terrière, à Chicoutimi, c'est à 2 km de chez moi. Donc, dans ce cas, je n'ai pas levé le téléphone, je suis allé directement parler avec eux. Et puis, la pépinière forestière de Mastoyache, qui est un nouveau producteur. Et enfin, on a parlé que la forêt n'est pas seulement une zone de production de bois, c'est une zone de plaisir pour la randonnée, le tourisme. Bon, donc, il y a Ville-Saguenay, qui a tous les parcs dans lesquels il fait de l'aménagement, il fait des plantations, il y a tous les arbres plantés le long des routes, et les parcs de la rivière du Moulin et les regroupements des ZEC. Donc, on essaie de penser à la forêt dans une façon complète. J'ai presque terminé. Il n'y a personne qui s'est endormi. Très bien. Je ne fais pas le travail toute seule parce que moi, je ne suis pas une experte de tout ce que je vous ai dit. Mais vous voyez, il y a 9 chercheurs qui sont présents. On ne va pas les mentionner une par une, mais c'est de l'Université Laval et de l'UQAC. Et puis, il y a 13 collaborateurs. Ministère des Forêts, UCO, USDA des États-Unis, DRF et Ressources naturelles Canada. Question au bout. La USDA, ça va survivre au gouvernement? Ah oui, oui, il va survivre parce qu'ils font quand même de l'aménagement forestier. Ceux qui vont être coupés sont ceux qui ont des mots clés qui ne sont pas acceptés maintenant. Changement climatique, biodiversité, parce qu'il y a le mot diversité dans les mots grands. Donc, ce sont des mots, moi, c'est déjà la réalité. Ils m'ont dit, il y a des chercheurs qui sont encore là, par chance, qui m'ont dit, moi, je dois soumettre un projet, mais il y a des mots qui sont interdits. Parce que sinon, les systèmes vont les couper directement. Les mots tabous. Oui, les mots tabous sont changement climatique, diversité. Donc, biodiversité, c'est coupé. Mais si vous travaillez sur une coupe forestière, c'est très bien. De toute façon, il faut quand même qu'il y ait des employés qui font quand même le travail là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait dans les projets? C'est de tester des nouvelles espèces. Je ne vous dirai pas toutes les espèces qui ont été testées dans tous les sites, mais je vous dis qu'est-ce qu'on a testé ici en région, parce que vous êtes les plus intéressés. Donc, les pins rouges, l'épinette rouge, la pruche du Canada et les 2 érables, érable à sucre et érable rouge. Dans ce cas, les érables sont déjà ici. Mais par contre, on va tester aussi des analogues climatiques, ça veut dire des populations qui viennent du sud qu'on a amenées ici. Donc, oui, OK, l'érable est déjà ici, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres érables qui viennent du sud qui pourraient s'adapter aussi bien? Pourquoi les érables plus du sud ou d'ailleurs? Parce qu'on pourrait avoir des populations qui sont plus performantes au niveau de la production, au niveau de certaines résistances, au niveau de la phénologie pour éviter les gelées printanières au d'automne. Donc, ça, ce sont d'autres tests qu'on va utiliser. Les types de coupes, vous le verrez, on a fait une coupe totale, on a enlevé tous les arbres, coupe à blanc, et puis on a fait une éclaircie. On s'attend que dans les éclaircies, les plantes vont être un petit peu plus protégées des extrêmes. Grosses vagues de chaleur à l'été, gros froid à l'hiver, gelé. Ça pourrait aider un petit peu à maintenir des conditions bonnes, favorables pour les premières années de développement. Par contre, des arbres en eau font de l'ombre, donc peut-être que les plantes pousseront un petit peu moins rapidement. L'effet du broutage, je vous en ai parlé. S'il y a des feuillus, pourraient être endommagés par la grosse faune. Et enfin, le contrôle de la végétation pour vérifier que la plante soit bien capable d'atteindre un niveau pour s'échapper à la compétition. Donc, quelques images pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait à Simon-Couche. Ça, c'est la route forestière. Il y avait une zone de coupe, donc on a dit on va prendre ce site-là. On a identifié des blocs, donc on a fait les dessins, puis on est rentré avec la machinerie. Ça, c'est à la fin de l'été passé, dans lequel on a fait
la coupe totale ici, la coupe à blanc, et puis il y a des coupes partielles ici. Juste pour vous donner la dimension, ben, ça c'est ma voiture. Donc là, il y avait quelqu'un qui a fait voler son drone, qui a pris l'image. Donc, ça, un bloc, c'est celui-là, avec coupe totale, coupe partielle. Oui, il y en a. Ouais, c'est tout. Puis, non, là, c'était il y a 2 ans. C'était à l'automne d'il y a 2 ans. Puis, l'année passée, on a complété les travaux. On a installé des exclos pour vérifier la présence de dommages par la grosse faune. Donc, on a une zone avec clôture et des zones sans clôture. Et on a planté les arbres. Le projet veut être une zone de réflexion. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de partenaires avec lesquels j'essaie d'être en contact. Et on a mis en place un site Internet. Donc, vous pouvez aller les voir. Il y a il y a les membres, il y a les chercheurs qui sont présents. On va donner des informations. Il va y avoir des infolettres qui vont être envoyées à chaque mois ou à chacun. J'aimerais avoir aussi une section sur les partenaires qui sont présents, donc pour dire c'est qui collabore au projet. Dernière diapositive. Moi, j'ai fait 5 ans de latin, donc je me permets de l'utiliser quelquefois pour voir que j'ai étudié. Donc, conditio sine qua non, en latin, ça veut dire les critères qui nous servent, sans lesquels on ne peut pas faire. Donc, les premiers, identifier et caractériser les écotypes. On n'a pas parlé seulement d'essences. Les essences, on les connaît, mais une espèce n'est pas pareille partout dans toute la zone de distribution. Donc, il faut comprendre quelles sont les caractéristiques de certaines populations parce qu'on peut profiter de cette biodiversité-là, qui est présente probablement dans la plupart des espèces. J'ai travaillé avec l'épinette noire, avec l'érable, et on le voit les différences entre les érables des sites différents. Diversifier les sources génétiques et la biodiversité entre les espèces et au-dedans des espèces. Encore, donc, on peut profiter des mélanges d'espèces pour augmenter la résilience des peuplements. Assurer la disponibilité des semences. Je vous ai parlé des producteurs de plantes, donc des pépinières. On a d'autres projets qui s'en viennent parce qu'on ne peut rien faire si on n'a pas les plantes à planter. Et je vous donne un exemple parce que l'année passée, on a mis en place une petite expérience à côté, pas loin d'Allemagne. Et puis, on avait les sites, donc on est allé voir pour choisir les espèces. Puis, tout autour, il y avait de l'épinette noire. Mais nous, on a dit, ben là, on va faire des choses plus belles, non? Donc, j'avais pensé à utiliser, selon les sites, à utiliser du mélèze, qui peut aussi produire un bon bois rapidement. C'est une espèce très tolérante, très résistante, donc ça allait vraiment très bien. J'ai parlé avec le ministère, ils m'ont dit, on n'en a pas. Qu'est-ce que vous avez? De l'épinette noire. Donc, on ne pourra pas faire de la transition si on n'a pas les sources. Donc, il faut travailler aussi à ce niveau-là, être certain qu'il y a les arbres, qu'il y a les espèces pour la plantation. Un mot, c'est agir. Il ne faut pas attendre, il faut essayer, en sachant qu'on pourrait se tromper. Oui, peut-être. Il faut s'imaginer des choses, imaginer la forêt de demain. C'est le rôle des aménagistes de penser à quelque chose, de le mettre en place, de convaincre que c'est la bonne façon. Mais par contre, on ne peut pas le faire sans avoir l'appui de la communauté. Donc, là, j'ai terminé. Il va y avoir une période de questions peut-être, mais moi, j'aimerais aussi écouter de vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes prêts, parce que peut-être qu'il
Il y a des communautés qui disent, moi, je suis habitué à voir des conifères autour de chez moi, dans mon chalet, je vais encore voir des conifères. Moi, je l'accepte très bien parce que moi, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Donc, si vous voulez avoir les mêmes espèces, ça fait mon affaire. Jusqu'à maintenant, je dois dire que j'ai toujours vu une ouverture envers la transition, mais comme je dis, c'est à vous de décider parce que ce sont vos forêts. C'est à vous de décider quoi faire avec, puis c'est les gestionnaires qui doivent vous écouter et appliquer selon vos besoins ou vos préférences. Et je vous laisse avec la liste des partenaires qui sont présents. Comme vous voyez, ce sont beaucoup. Il y en a qui ont financé les projets. C'est un gros projet, ça prenait de l'argent. Par chance, on a été écoutés. Et puis, il y a tous les partenaires qui nous aident dans la réflexion. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.